La médiathèque L'Albatros vous propose l'envers du décor, le rendez-vous histoire d'Emmanuel. Marc Bloch va faire son entrée au Panthéon le 23 juin 2026. Voici un aperçu de l'homme qu'il était. Marc Bloch est un grand historien, et même davantage, un intellectuel qui a marqué son époque. L'histoire, il ne l'a pas seulement étudiée, il l'a pensée, renouvelée, révolutionnée. C'est aussi un patriote et un républicain, qui s'est engagé pour défendre la France et qui l'a payé de sa vie. Marc Bloch est d'abord un historien du Moyen-Âge, un médiéviste majeur de son temps. Il renouvelle l'histoire médiévale en s'intéressant aux sociétés, aux mentalités, aux croyances. Il cherche à comprendre comment on vivait au quotidien au Moyen-Âge. Cette démarche se lit notamment dans La Société féodale parue en 1939. En 1929, il fonde avec son ami Lucien Febvre, professeur d'histoire moderne, les Annales d'histoire économique et sociale. Leur objectif est de promouvoir une histoire plus large, plus ouverte, qui ne se limite ni à l'histoire événementielle, ni à celle des seuls puissants. L'histoire des annales s'ouvre ainsi aux sciences sociales, comme l'économie, la sociologie ou l'anthropologie, entre autres. Cette manière de faire de l'histoire constitue une véritable révolution intellectuelle, à l'époque, et reste encore très actuelle. Son travail dans les annales montre également qu'il ne se limite pas à l'histoire médiévale et qu'il s'intéresse aussi à l'histoire contemporaine, voire, pour reprendre une expression plus récente, à l'histoire du temps présent. Il ne reste pas enfermé dans sa spécialité. Il disait d'ailleurs « Je ne suis pas et ne veux pas être exclusivement médiéviste ». Chassé de l'université par le régime de Philippe Pétain, Marc Bloch s'interroge sur son métier d'historien. Ses réflexions nourrissent son ouvrage inachevé, publié après sa mort par Lucien Febvre sous le titre « Apologie pour l'histoire ou métier d'historien ». Il y pose des questions simples mais essentielles. À quoi sert l'histoire ? Comment l'historien travaille-t-il avec les sources ? Sa réponse est claire. L'histoire n'est pas un simple exercice de mémoire, c'est un métier avec sa méthode. Les sources doivent être critiquées. Un document n'est jamais neutre. Il faut l'interroger, le comparer, vérifier sa fiabilité. L'historien doit chercher à comprendre, non à condamner. Bloch refuse la tentation du jugement moral immédiat. Il estime qu'il faut d'abord expliquer les faits. Il insiste aussi sur la pluralité des causes. Un événement résulte souvent de facteurs multiples, mêlés et imbriqués. Il faut se méfier des explications trop simples. L'histoire doit rester ouverte aux sciences sociales et ne pas se laisser enfermer dans la seule chronologie des événements politiques. L'histoire ne se réduit pas à raconter le passé. Elle étudie les hommes et les sociétés dans leur évolution, leur continuité et leur rupture. Marc Bloch souligne un point essentiel. L'ignorance du passé nuit à la compréhension du présent, tandis que le présent permet souvent de poser de nouvelles questions au passé. C'est ce que montrent, par exemple de nos jours, les recherches renouvelées sur les femmes et l'enfance. C'est avec cette méthode qu'il écrit, au lendemain de la défaite de 1940, ce qu'il appelle le plus atroce effondrement de notre histoire, L'étrange défaite, son livre le plus connu. Lui qui vient d'une famille juive, républicaine et dreyfusarde, s'était déjà engagé en 1914. Parti sergent, il en revient capitaine et décoré pour son courage. Il s'engage à nouveau en 1939, alors qu'il a plus de 50 ans et qu'il est père de 6 enfants. Dans ce livre, il rend compte de la faillite des élites politiques, militaires et intellectuelles. On lui doit cette phrase. Un chef est responsable de tout ce qui se fait sous ses ordres. Il lui appartient de prendre à son compte, dans le mal comme dans le bien, les résultats. Une éthique qui fit défaut à beaucoup lors de cette terrible année 1940. Même dans ce rôle d'observateur, il ne cherche pas seulement à décrire la défaite. Il veut aussi en comprendre les causes profondes.
La défaite de 1940, qui amène Pétain et le régime de Vichy au pouvoir, bouleverse sa vie. En tant que juif, il subit les conséquences des lois antisémites imposées par Vichy, ce qui entraîne son éviction de l'université. On lui connaît cette citation « Je ne revendique jamais mon origine que dans un cas, en face d'un antisémite ». L'occupation de la zone sud en novembre 1942 accélère ensuite son engagement dans la résistance. C'est sans doute la partie de sa vie qui sera la plus commentée lors de son entrée au Panthéon le 23 juin 2026. Je serai donc relativement bref sur cet épisode final tragique. Mais c'est aussi, paradoxalement, celui sur lequel on dispose du moins de sources. Une fois engagé, de par ses qualités, il monte vite dans la hiérarchie de la résistance et assume des responsabilités de plus en plus importantes. Il faut garder en tête que ce passage dans la clandestinité constitue une épreuve pour quelqu'un qui avait jusque-là le quotidien d'un universitaire au parcours exemplaire. Il est contraint de vivre dans la promiscuité, isolé et loin des siens. Il l'accepte pourtant sans se plaindre, avec flegme et sang-froid, comme en témoigne Georges Altman, un de ses compagnons de résistance. Dans notre ourvari clandestin, dans nos rendez-vous, nos réunions, nos courses, nos imprudences, nos périls, il apportait un goût de précision, d'exactitude, de logique, qui donnait à son calme courage, je n'hésite pas à le dire, une sorte de charme saugrenu qui, pour ma part, m'enchantait. « Voyons, disait-il, ne nous emballons pas, il faut limiter le problème. » Son engagement se termine tragiquement par son arrestation le 8 mars 1944, puis par son exécution le 16 juin 1944. Ce républicain, patriote, ne voyait dans son action aucune rupture avec sa pensée. Au contraire, son engagement apparaît comme le prolongement naturel de son œuvre. Je conclurai avec cette phrase tirée de L'étrange défaite, qui caractérise bien sa vision exigeante du devoir civique et du sacrifice. Je le dis franchement, je souhaite en tout cas que nous ayons encore du sang à verser, même si cela doit être celui d'êtres qui me sont chers. Je ne parle pas du mien, auquel je n'attache pas tant de prix, car il n'est de salut sans une part de sacrifice, ni de liberté nationale qui puisse être pleine si l'on a travaillé à la conquérir soi-même. Rappelons enfin que 2 de ses fils se sont également engagés dans la résistance. Pensée et réflexion de Marc Bloch. Comme on l'a dit, Marc Bloch est un intellectuel. Il a laissé derrière lui des réflexions intemporelles qui traversent le temps sans prendre une ride. En voici quelques-unes parmi les plus marquantes à mes yeux. Cette liste n'a rien d'exhaustif. Marc Bloch est curieux de tout. Il pense que « la principale vertu de l'historien est de savoir s'étonner ». Dans une lettre à son frère, alors qu'il pense que ce sera la dernière, il montre un patriotisme sans faille. « Je suis mort volontairement pour une cause que j'aimais. Je suis mort sûr de la victoire. Et heureux, vraiment heureux, je le dis dans toute la sincérité de mon âme, de verser mon sang ainsi. » Ce patriotisme n'empêche pas qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, alors qu'il vient d'être affecté à l'université de Strasbourg, il essaie de reprendre contact avec ses collègues d'outre-Rhin, alors même qu'ils étaient encore exclus des congrès internationaux. Cela lui fait écrire dans une correspondance adressée à Henri Pirenne, grand historien belge, que l'individualisme national des chercheurs s'oppose à toute possibilité de faire une histoire totale, c'est-à-dire une histoire qui dépasse les frontières nationales et croise toutes les dimensions de la société. Au vu des circonstances, il a laissé plusieurs lettres testamentaires. Dans l'une d'elles, on peut lire cette phrase « Je tiens la complaisance envers le mensonge, de quelque prétexte qu'elle puisse se parer, pour la pire lèpre de l'âme. » Précieuse citation en ces temps où la post-vérité se répand insidieusement. Sa réaction aux lois du régime de Vichy sur le statut des Juifs en 1940. Assez bon historien, je n'ignore point que les prédispositions raciales sont un mythe, et la notion même de race pure une absurdité particulièrement flagrante. Pour lui, Vichy, c'est l'anti-France, celle qui va au-devant des exigences allemandes. On va finir avec cette citation qui définit bien l'homme qu'était Marc Bloch. Comme un beaucoup plus grand que moi,
Je souhaiterais que, pour toute devise, on gravât sur ma pierre tombale ces simples mots « Dilexit veritatem ». En latin, il chérissait la vérité. À travers ces phrases, on comprend que Marc Bloch ne fut pas seulement un grand historien, mais aussi un homme pour qui la recherche de la vérité constituait une exigence morale absolue. Marc Bloch et les fake news. Ce titre volontairement anachronique fait écho à un article publié par Marc Bloch en 1921 dans la revue de synthèse historique. Réflexion d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre. Bien avant l'apparition des réseaux sociaux, l'historien analysait déjà les mécanismes de diffusion des rumeurs et leur impact sur les sociétés. Pourquoi cet article sur les fausses nouvelles ? Pour Marc Bloch, nulle question plus que celle-là ne mérite de passionner quiconque aime à réfléchir sur l'histoire. Durant les 4 années du conflit, comme soldat, il y fut régulièrement confronté. Les fausses nouvelles, dans tous les pays, au front comme à l'arrière, on les vit naître et pulluler. Elles troublaient les esprits, tantôt surexcitant, tantôt abattant les courages. Leur variété, leur bizarrerie, leur force étonnent encore quiconque sait se souvenir et se souvient d'avoir cru. Pour Marc Bloch, la presse ne crée pas nécessairement les fausses nouvelles. Elle contribue surtout à leur diffusion, sauf peut-être en cas de conflit où la censure se fait jour. Cette phrase d'un humoriste anonyme définit le degré de performance d'une fausse nouvelle. L'opinion prévalait dans les tranchées que tout pouvait être vrai, à l'exception de ce qu'on laissait imprimer. Selon Marc Bloch, une fausse nouvelle, pour être crédible, doit trouver sa source dans le réel. Une fausse nouvelle naît toujours de représentations collectives, qui préexistent à sa naissance. Elle n'est fortuite qu'en apparence, ou plus précisément, tout ce qu'il y a de fortuit en elle, c'est l'incident initial, absolument quelconque, qui déclenche le travail des imaginations. Mais cette mise en branle n'a lieu que parce que les imaginations sont déjà préparées et fermentent sourdement. On peut prendre un exemple bien connu dans le Nord. Il y eut bien de véritables exactions commises par l'armée allemande, notamment en Belgique en 1914. Mais certaines histoires relayées par les rumeurs, enfants aux mains coupées, nourrissons mutilés, furent amplifiées, voire inventées par la propagande et l'imaginaire collectif. Comment et pourquoi ces fausses nouvelles s'ancrent-elles de plus en plus dans le quotidien ? Voici une explication avancée par Marc Bloch. La fausse nouvelle, écrit-il, ne se propage, ne s'amplifie, ne vit enfin qu'à une condition, trouver dans la société où elle se répand un bouillon de culture favorable. En elle, inconsciemment, les hommes expriment leurs préjugés, leur haine, leurs craintes, toutes leurs émotions fortes. Et il résume d'une phrase: la fausse nouvelle est le miroir où la conscience collective contemple ses propres traits. Les peurs et les angoisses de notre monde en crise sont un terreau fertile à la propagation des fake news. Marc Bloch disait d'ailleurs: on ne dira jamais assez à quel point l'émotion et la fatigue détruisent le sens critique. Pour finir, Marc Bloch insiste sur le fait que ces fausses nouvelles peuvent, malgré tout, subsister, si elles servent à justifier des actes violents ou à conforter un groupe dans ses certitudes. Plus elles ont été utiles émotionnellement ou politiquement, plus elles deviennent résistantes. L'exemple le plus emblématique de ces dernières années est sans doute l'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump le 6 janvier 2021, sous le prétexte fallacieux que l'élection aurait été volée à Donald Trump.